Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 10 et le sujet sera les jeux de placement d'ouvriers avec une twist. Ouais, donc, pas nécessairement juste un pur top 10 placement d'ouvriers qu'on a probablement déjà fait ou qu'on fera un moment donné, mais ceux où le placement d'ouvrier, il y a une saveur particulière par le type d'ouvrier ou la façon dont ça se fait ou la façon dont on le planifie ou la collaboration, compétition entre les joueurs. Fait que donc, ça faisait un bout de temps qu'on en parlait, j'ai trouvé ça quand même assez difficile à faire, choisir les jeux. Ton classement, il est organisé par ta préférence sur les jeux ou par l'originalité Ouais, je pense que je de suis la allé twist du avec jeu? l'originalité de la twist, donc les twists de plus en plus corsés, plus on monte. Puis dans Twist, j'ai omis de mettre des jeux simplement de placement de dés, où ce que la twist, c'est que ton ouvrier, c'est un dé, dans le fond, puis que Ok. la valeur du dé va avoir une influence. Fait que je les ai enlevés parce que c'est tellement rendu commun que c'est. Ouais. Je trouve plus. C'est putain de twist que ton ouvrier, ce soit un dé. Ouais, c'est ça, c'est rendu vraiment une catégorie quasiment à part de placement d'ouvriers. Fait que c'est plus vraiment très original, mais ça reste des super bons jeux pareil. Mais je suis allé dans d'autres choses de différents d'être un placement d'ouvrier avec des dés. Moi, je les ai classés quand même plus en préférence de jeu, malgré la twist, avec, comment je dirais ça, point boni si la twist est, plus la twist est corsée. Tu sais. Fait que ça va influencer. Ils sont pas nécessairement parfaitement dans mon ordre de préférence, mais plus ou moins. Ok. C'est drôle parce que des fois, je me disais, ah oui, ce placement d'ouvrier-là, il est cool. Puis là, tu fais comme, oh, finalement, il est assez classique. Fait que l'enlève Ouais. de la liste. Fait que ça a été quand même un bon tri à faire pour essayer de trouver, je Ouais, pense, parce que j'ai trouvé les ça plus difficile. simples. Ouais, puis je dirais depuis quelques années, c'est un peu ça le concept. Quand les nouveaux placements d'ouvriers sortent, c'est un peu ça va être quoi sa twist, qu'est-ce qui va le différencier des autres. Fait que j'en ai quelques-uns qui datent. Mes meilleurs, mes préférés sont quand même un petit peu plus vieux. Certaines affaires qui n'ont pas été refaites, je trouve, depuis. Mais bon, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, puis c'est un peu un clin d'œil au marketing qui est fait autour des jeux de placement Ouais. d'ouvriers. Parce qu'on dirait à chaque fois qu'un jeu de placement d'ouvrier sort, c'est annoncé comme, oh, un jeu de placement d'ouvrier avec une twist. Puis là, t'es comme, ok, Ouais, c'est ça. c'est quoi ta twist, là? C'est rendu tout le temps ça, là. C'est rare que c'est un jeu avec 12 cases, 4 ouvriers, puis chacun choisit une case à son tour de jeu et that's it, là. Ouais, c'est ça. Parfait, fait qu'on lance le bal avec le top 10 des jeux de placement d'ouvriers avec une twist. Je te laisse commencer. Parfait. Le premier que je vais parler, celui qui est en 10e position, c'est un jeu que moi j'ai découvert très récemment. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu le mettre sur la liste. Je ne sais pas à quel point ça va perdurer dans le temps, mais pour l'instant, c'est un jeu que j'ai joué pas mal récemment. Puis j'ai trouvé ça intéressant comment tu faisais tes ouvriers. C'est un jeu qui s'appelle Résurgence, qui est un Kickstarter autour de 2020-21, qui a été réédité par Portal Games en 2023-24 ou N2, quelque chose comme ça. Puis, grosso modo, lui, c'est que ton plateau où tu vas placer tes ouvriers, c'est un Moscou post-apocalyptique. On va tenter d'aller chercher des ressources, reconstruire son abri pour se protéger de l'apocalypse, puis avoir de nouveaux ouvriers, puis tout ça. Lui, il y a une couple de twists que j'ai trouvé super intéressantes dans le jeu. C'est qu'un, ton placement d'ouvrier vient à partir de bag building. Fait que je voulais en mettre un qui avait du bag building à l'intérieur. Puis lui, il y a une twist intéressante, c'est qu'au début de ton tour de jeu, tu vas piger tes ouvriers dans ton sac, comme c'est souvent le cas dans un back building, mais après, tu as une espèce de petit paravent, un petit plateau caché des autres joueurs, où tu as les trois sections du jeu où tu peux aller placer tes ouvriers. Tu as juste les trois sections, fait que tu as les sections avec les carrés rouges qui sont un M que tu vois sur l'image que tu as mis, tu as une section avec l'espèce d'encre qui sont les carrés bleus. Puis tu as une troisième section qui est ton plateau personnel. Comme d'autres placements d'ouvriers, tu vas faire évoluer ton plateau personnel puis ouvrir des actions que tu vas pouvoir faire dessus au fur et à mesure que le jeu va avancer. Mais chacune des trois lieux est aussi liée à une piste de domination, de dominance, que tu vas gagner différents bonus. Fait que tu vas assigner à ces trois zones-là les ouvriers que tu vas avoir pigés. Si tu en piges 5, tu vas assigner deux ouvriers là, un ouvrier là, deux ouvriers. Puis ensuite, quand on va révéler, les ouvriers ont différents types et différentes valeurs. Fait que celui qui va avoir mis la plus grande valeur
ouvriers dans chacune des 3 zones va progresser sur différentes pistes qui vont permettre d'éliminer des ouvriers de ton sac, d'en engager des nouveaux, d'aller chercher différentes ressources, etc. Fait qu'il y a comme une espèce de, en même temps, de phase de programmation puis d'enchère T'as une qui se déroule majorité. exactement en même temps, une majorité pour aller gagner, mais en même temps, ben, quand tu vas arriver dans ta phase de placement d'ouvriers, si j'ai mis 3 ouvriers dans la zone bleue, ben, eux autres, je vais pouvoir les assigner juste aux différentes cases de la zone bleue. Fait que quand tu places tes ouvriers, tu as à dire est-ce que je veux progresser sur certaines pistes, mais aussi c'est quoi les actions que je vais faire pendant mon tour de jeu. Fait que tu peux pas, au début, tu peux pas attendre de voir qu'est-ce que les autres vont faire avant de décider où est-ce que je vais aller. C'est un genre de. C'est le type de placement d'ouvriers que les espaces sont pas bloqués, mais plus il y a d'ouvriers dans la même case, plus tu dois dépenser des ressources pour accéder à cette case-là. Fait que oui, si on a prévu dans le même tour aller au même endroit, on va pouvoir y aller, mais c'est moi qui vais en deuxième. J'ai peut-être pas les ressources pour me le payer. Fait que tu as comme un aspect de programmation, qu'est-ce que les autres joueurs vont faire, qu'est-ce que je veux faire. Puis ton aspect de majorité qui est intéressant, puis le fait que ça soit fait de façon simultanée, secrète. J'ai trouvé que c'était quand même une belle twist. Tout ça combiné avec l'aspect backbuilding jeu, que tes ouvriers, c'est des jetons que tu mets dans ton sac que tu vas pouvoir piger plus tard, qui sont associés avec des cartes que tu vas pouvoir déclencher des bonus quand tu places tes ouvriers. Fait que j'ai trouvé que c'était, pour un jeu quand même assez simple, assez intuitif, que c'était une belle twist à l'intérieur du jeu. Et puis, mais je l'ai découvert tout récemment, je l'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Donc, Résurgence, mon choix numéro 10. Très cool comme twist. Oui. Mon numéro 10, je suis allé un peu plus classique. C'est mon 10e, fait que c'est celui que la twist est peut-être où ce qui se rapproche plus d'un placement d'ouvrier classique. Je pense que c'est un classique moderne. Je vais aller avec Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc, dans Architecte, on va placer des ouvriers pour ramasser des ressources, construire des bâtiments qui nous donnent des points, contribuer à la cathédrale, engager des ouvriers, des artisans là, dans notre tableau de cartes qui vont nous donner des habiletés. Puis dans le fond, il y a 2 twists autour des ouvriers dans ce jeu-là. La première, c'est que les ouvriers, plus on va en mettre à la même place. En fait, c'est un jeu qu'on commence avec une tonne d'ouvriers. D'habitude, dans un jeu de placement d'ouvriers, on en a quelques-uns seulement, alors que lui, on en a, je pense, quasiment une vingtaine d'ouvriers. Puis on va à tour de rôle placer un ouvrier puis activer l'emplacement. Mais à chaque fois qu'on va retourner à un lieu qui a déjà des ouvriers, ce lieu-là va s'activer de plus en plus fort. Fait que si je mets un ouvrier dans le bois, je ramasse un bois. Le tour d'après, je mets un deuxième ouvrier, je ramasse 2 bois. Le tour d'après, je mets un troisième, je ramasse 3 bois, et etc. Puis c'est pas mal comme ça avec toutes les actions. Fait que tu as un aspect de cascade. Plus on met d'ouvriers, plus l'action s'active de façon puissante. Puis la deuxième twist, c'est que justement, une fois qu'on voit qu'un joueur a un paquet d'ouvriers à la même place, puis que justement, il ramasse des ressources en malade parce qu'il y en a comme 5, 6 à la même place, bien, on peut décider d'aller faire l'action de la prison. En fait, on peut aller faire l'action pour arrêter ces ouvriers puis les envoyer en prison. C'est une action qui va nous donner de l'argent aussi, qui va nous donner quand même une récompense, mais qui va aussi mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Puis cet autre joueur-là devra prendre des actions ensuite pour aller libérer ces ouvriers, dans le fond, de la prison pour pouvoir les récupérer. Fait que ça crée une interaction, ce qui est quand même un concept un peu plus rare dans les placements d'ouvriers. Souvent, l'interaction se fait par les spots, le fait que les spots sont uniques puis qu'ils sont bloqués une fois qu'on est dessus. Alors que là, on peut influencer le cours de la partie en manipulant un peu les ouvriers de nos adversaires, en les envoyant en prison, en nuisant un petit peu à nos adversaires. Fait que c'est quand même une dynamique qui est intéressante puis qui est unique, encore une fois, que j'ai pas vu quelque chose reprendre ça. De pouvoir un peu jouer avec les ouvriers des autres de cette façon-là. Fait que une twist qui est le fun aussi. Puis voilà. Fait que c'est ça, un jeu qui était assez populaire dans les dernières années aussi. Là. Mais ces 2 twists font que je pense qu'ils se démarquent quand même bien. Puis pour un placement d'ouvriers léger, je pense que c'est une belle porte d'entrée aussi pour le style de jeu. Puis de découvrir ce style de jeu-là avec lui. Ça se fait très bien. Puis sa twist est encore d'actualité aujourd'hui. Fait que mon numéro 10, les architectes du Royaume de l'Ouest. Ouais. Moi, pour mon numéro 9, j'ai été avec un jeu que j'aime beaucoup. Il serait plus haut sur la liste si je me basais juste sur mon appréciation du jeu. La twist est relativement mineure, mais je l'aime bien. Il y en a 2, je trouve, à l'intérieur du jeu. C'est le jeu Persévérance de Mind Clash Game. On sait que je suis un amateur des jeux de Mind Clash, et particulièrement de ce duo d'auteurs-là. Dans celui-là, il y en a 3 4, je pense. Mais donc, dans Persévérance, on est échoué sur une île peuplée de dinosaures et on tente de reconstruire une colonie à travers tout ça. Le placement d'ouvriers dans ce jeu-là se fait via des drones. Pour faire référence un petit peu à ce que tu faisais en début de partie, mais lui, il a quand même ses particularités. C'est pour ça que je l'ai mis bien à l'intérieur du jeu.
J'aime quand tes placements d'ouvriers, que ce soit via des dés ou des meeples traditionnels, j'aime quand tu as à penser à plus que juste c'est quoi l'action que je veux faire. Que l'endroit où je le place va avoir une influence ou il va y avoir quelque chose qui va se passer plus tard dans la partie par rapport à ça. Lui, les deux twists qu'il y a dans le placement d'ouvriers dans celui-là, parce qu'ultimement, tu collectes des ressources, tu construis des barrières, tu construis des maisons pour assurer ta dominance dans les espèces de quatre zones du plateau du jeu, etc. Puis il y a une deuxième, il y a une partie exploration, mais le placement d'ouvriers fonctionne à peu près de la même façon dans les deux jeux qui sont dans la boîte. Je vais parler surtout du premier. Mais l'affaire que j'aime, c'est ton placement d'ouvrier commence par un draft, en quelque sorte. Fait que tu as une espèce de bassin commun de dés qui sont à tous les joueurs, qui a des dés neutres, des dés de ta couleur, puis les dés de la couleur des autres joueurs. Puis quand c'est à ton tour de jeu, tu vas prendre l'un des dés, puis là, ça devient ton ouvrier, puis tu l'assignes à une des zones du plateau pour prendre une action, aller chercher des ressources, faire une action, etc. Aller influencer les différentes espèces de lieutenants qu'il y a autour du plateau de jeu. Puis, si tu prends le dé d'un autre joueur, tu vas lui donner des points de victoire. Fait que tu veux pas, tu veux, oui et non, tu veux le faire, pas le faire en même temps, j'y reviens dans 2 secondes. La chose que j'aime beaucoup, ça c'est la première twist. La chose que j'aime beaucoup, la deuxième twist, c'est qu'en fin de tour de jeu, il y a une espèce de carte, comme je disais, une espèce de lieutenant, un personnage important qui est assigné à chacune des zones, puis tu vas tenter d'influencer ce personnage-là pour aller gagner du respect puis des votes à l'intérieur de la colonie, qui sont les points de victoire. Puis ça va te donner différents bonus selon le personnage que tu essaies d'influencer. Puis quand tu vas regarder c'est quoi l'influence, tu vas toutes les pièces qui appartiennent à un joueur dans cette zone de jeu-là. Fait que ça inclut les barrières que tu vas avoir construites, puis les maisons que tu vas avoir construites, mais ça inclut également les œufs que tu vas avoir placés. Donc les dés que tu vas avoir placés à l'intérieur de cette zone-là. Puis ce que j'ai. Fait que ton ouvrier, tu fais pas juste dire OK, qu'est-ce que je veux faire avec mon action, mais sur quel personnage je veux aller exercer tour de jeu. Fait qu'il va m'aider à gagner la majorité de cette zone-là à la fin du tour de jeu. Fait qu'il y avait le jeu Gestan, ce jeu-là, puis Bruxelles, OK. pour aller chercher cette mécanique-là. Parce que c'est un peu le même principe. Quand je place mon ouvrier, je fais pas juste dire c'est quoi l'action que je veux faire. Faut que je pense à la fin du tour de jeu. C'est quoi la majorité que j'essaie de gagner en même temps ou l'enchère dans celle que fait que lui, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai trouvé ça intéressant que, justement, quand tu choisis ton ouvrier, tu peux aller choisir l'ouvrier d'un adversaire. Fait que, puis prendre l'action toi-même. Fait que c'est toi qui vas décider. Oui, tu lui donnes des points de victoire, mais c'est toi qui décides dans quelle zone il va aller exercer son influence à la fin du tour de jeu. Fait que souvent, quand tu joues contre quelqu'un qui n'a jamais joué, il a tendance à éviter tes dés comme la peste parce qu'il ne veut pas te donner des points. Avant de réaliser, quand toi tu prends ses dés puis tu vas les placer dans des endroits où il va perdre ses majorités, avant de réaliser comme ah, ok, ouais, c'est pas juste négatif de prendre les dés de Ouais, l'adversaire. c'est ça, c'est toi qui décides où t'es mets. Dépendamment des circonstances, tu peux aller chercher des avantages, pas sur le coup parce que tu lui donnes un bonus, mais en fin de tour de jeu, tu vas réussir à aller gagner l'influence où tu n'aurais pas nécessairement réussi parce que c'est toi qui as décidé où il allait le dé de ton adversaire. Fait que cette twist-là, cette dynamique-là à l'intérieur du jeu, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'ai placé Persévérance en 9e rang. C'est relativement mineur, mais je trouve ça intéressant d'avoir réfléchi à la fin de ton tour de jeu, que ça a un impact à quel endroit tu as mis ton ouvrier sur le plateau. Super. Mon numéro 9, je vais y aller avec le jeu Amalfi Renaissance, qui est un jeu assez typique euro. On est dans l'Italie méditerranéenne, on fait du commerce avec des bateaux. Il n'y a rien de plus blend comme thème de jeu euro. Mais la twist de placement d'ouvrier est quand même très cool. Donc les joueurs vont avoir un plateau personnel qui représente justement leur bateau et leurs ressources en même temps. Fait que dans le fond, tes ouvriers, la twist, c'est que tes ouvriers sont à la fois des ouvriers pour placer sur le plateau, pour faire des actions, mais sont à la fois tes ressources. Fait que dans le fond, la section dans le haut de notre plateau est divisée. Il y a comme 5 types de ressources, là, des épices, du bois, du vin, etc. Des choses qu'on peut importer avec nos bateaux. Puis dans le fond, on va prendre une action pour aller placer un bateau sur le plateau principal, sur une des villes, pour aller gagner une certaine ressource. Puis après ça, on va prendre des bateaux sur notre plateau personnel, puis on va monter ces bateaux-là dans la zone de la ressource qu'on vient de gagner.
Donc, quand je gagne une ressource, il n'y a pas de jeton physiquement de ressources comme on est habitué dans ces jeux-là, mais c'est vraiment tes bateaux de ta flotte qui vont devenir des ressources pour dire, OK, ces bateaux-là sont allés chercher à telle ville du bois, puis là, après ça, tu vas pouvoir redescendre les bateaux, puis les ramener dans ta zone personnelle pour dépenser ta ressource. Fait que ta ressource est comme virtuelle, comme ça, il n'y a pas de jeton, on va vraiment juste keep track avec les bateaux qu'on va monter puis descendre dans les différentes sections de notre plateau. Fait qu'il y a vraiment un casse-tête qui va s'installer parce que si je veux certaines ressources, ben, ça me prend des bateaux. Donc, il va falloir que j'essaie évidemment de construire plus de bateaux pour avoir accès à plus de ressources aussi pendant le jeu. Puis d'avoir un meilleur roulement. Parce qu'une fois qu'un bateau est placé sur le plateau principal, ben là, je ne l'ai plus pour le reste de la manche. Fait que là, je vais essayer de jongler avec mes bateaux, d'avoir des fois des actions bonus qu'on joue ici avec des personnages qui me permettent de placer des bateaux gratuitement sans avoir à placer un bateau sur le plateau principal. Fait que c'est vraiment une belle dynamique, vraiment un beau casse-tête qui s'installe avec ce système-là. Fait que des ouvriers un peu multi-usages qui sont à la fois les ouvriers pour faire nos actions, comme on est habitué, mais qui sont aussi nos ressources en même temps. Fait qu'une gestion de ressources qui est liée directement avec les ouvriers et leur gestion. Fait que c'est vraiment une mécanique que j'ai trouvée cool et intéressante. Fait que, encore une fois, belle twist dans le placement d'ouvriers avec Amalfi Renaissance. Très cool. Pour moi, je l'essaie un moment donné. Ouais. Je continue avec mon numéro 8. Mon numéro 8, c'est un jeu que j'avais joué 2 parties il y a quelques années, que j'étais laissé sur ma faim pour une raison de longueur de partie et j'en ai rejoué 2 récemment. Ça m'a réconcilié beaucoup avec le jeu au point où il fait cette liste parce qu'il y a quand même des twists très cool. Dans le placement d'ouvrier, c'est un jeu qui s'appelle My Father's Work. Lui, tous ses twists au niveau du placement d'ouvrier viennent de sa thématique. Dans My Father's Work, tu es le fils d'un grand inventeur dans l'Europe de l'Est du 18e siècle, fait que les espèces d'inventions à la Frankenstein et compagnie. Puis ton père tenter de construire quelque chose d'extraordinaire et tu es son descendant qui va tenter de prendre la relève. Mais tu ne réussiras pas, fait que ton descendant va prendre ta relève, qui ne réussira pas non plus, et son descendant va prendre la relève également. Toi, tu vas jouer sur 3 générations ta partie en tant que telle. Chaque génération a 3 tours de jeu. Et un tour de jeu, ultimement, il n'y a pas d'énormes twists mécaniques. Tu prends tes ouvriers, tu as certains ouvriers que tu peux assigner à ton manoir, certains ouvriers que tu peux assigner au village. Tu vas aller chercher des ressources, puis tu vas tenter de résoudre des cartes d'expérience scientifique. Quand tu réussis une carte d'expérience scientifique, tu gagnes différentes ressources que tu vas réutiliser pour essayer des cartes de plus en plus complexes. Jusqu'à temps qu'au bout généralement dans ta dernière génération, tu vas essayer de faire une expérience ultime qui t'a été donnée en début de tour de jeu. Fait que la passion d'amour, la machine à remonter le temps, le monstre ressuscité, etc. Fait que lui, une de ses twists principales, c'est son thème. Fait que c'est pas dans la mécanique en tant que telle, c'est que le jeu vient avec une application, il y a de la narration, tu vas prendre des décisions qu'on va aller cliquer, il y a des joueurs qui vont lire des affaires tout seuls dans l'application. Il va y avoir des votes qui vont se faire via cette narration-là. Le plateau de jeu, ultimement, c'est une espèce de cahier que tu tournes les pages. Fait que le plateau de jeu, donc les espaces d'ouvriers, va évoluer au cours de la partie en fonction de ce qui va se passer. Puis comme ça se passe 3 générations, visuellement, il va être de plus en plus moderne. Ça commence avec un château, puis ça finit avec des villes. Il va être de plus en plus moderne, ça va changer les espaces d'ouvriers que tu vas avoir. Fait que cette twist-là est quand même extrêmement particulière. C'était très ambitieux, puis c'était d'ailleurs un des reproches que je faisais au début. C'était très ambitieux de vouloir mettre tant d'éléments narratifs que ça dans un jeu de placement d'ouvriers. Mais mécaniquement, il y a quand même quelque chose qui est très particulier qui vient de son thème. C'est que comme thématiquement, le héros change à tous les 3 tours de jeu, ben, on recommence à zéro à tous les 3 tours de jeu. Fait qu'à la fin d'une génération, ce qui est très rare dans un placement d'ouvrier, tu perds toutes tes ressources. Tu vas garder Tes l'espèce de connaissances. journal, ouais, un journal que tu as accumulé, mais tu dois avoir pris des actions pour inscrire des informations dans ce journal de connaissances. Puis tu vas garder comme l'espèce d'expérience de savoir d'une des expériences scientifiques que tu as réussi à faire pendant ton tour. Mais pour le reste, fait que c'est très inhabituel. Il te restait 5 sous, puis 8 ressources là, de cadavres ou d'animaux, d'expérimentation, ou ce que les autres affaires, il y a des cogs, puis des espèces de petites fioles, là, des ressources chimiques. T'en avais plein, ben t'es perds toutes, puis tu recommences à zéro. Les seules choses que tu gardes, c'est encore là, quelques trucs, comme David le disait, de connaissances scientifiques que tu as, puis l'état de ton domaine. Fait que si ton domaine, tu l'as fait grandir, croître, ça, tu vas le garder. Fait que cette espèce de réinitialisation-là, à tous les 3 tours de jeu,
est vraiment inhabituel. Puis encore là, un joueur, c'est la première fois qu'il joue, il peut rester saisi parce qu'il a travaillé fort pour accumuler certaines ressources. Puis quand finalement qu'il a travaillé fort pour rien, il perd beaucoup, qu'il n'a pas réussi à dépenser pour aller chercher certains bénéfices permanents. Fait que ça, c'était une twist que j'ai trouvé intéressante les dernières fois. Puis le seul bémol que je lui garderais, c'est que c'est un jeu, selon moi, qui est à peu près injouable à 4. Jouable à 3 si Interminable. tu... Ouais. Jouable à 3 si tu sais dans quoi tu t'embarques et très le fun à 2. Mais c'est un placement d'ouvrier de 3 heures à 2 heures. Fait que il faut savoir que tu embarques dans une aventure narrative quand tu commences à jouer à My Father's War, qui en français, je pense, le secret de mon père. Ouais. Il faut savoir que tu t'embarques dans une aventure narrative, puis à 2 joueurs, l'aller-retour entre les 2 joueurs, il faut que je trouve plus intéressant qu'à 3 joueurs. Des fois, j'ai trouvé que ça, encore aujourd'hui, que ça s'étire dans le temps de façon peut-être un petit peu inutile. Fait qu'à 3 heures, on parle d'une game de quasiment 4 heures des fois, à 3 joueurs. Mais à 2 joueurs, là, c'est vraiment un super beau jeu, avec une belle twist au niveau de sa réinitialisation, qu'il faut tout que tu fasses de planification 3 fois dans la partie, dans un temps très limité. Très, très le fun. C'est vrai qu'il y a quand même des twists. Le côté évolution, narratif, inconnu aussi, tu le sais pas, Mm. puis selon les événements, selon ce qui va se passer, ben là, le C'est ça. village va évoluer, Ouais. le plateau Puis change. je révélerai pas de spoiler, mais tu sais, il y en a qui t'amènent. Si par exemple, il y a 3 scénarios qui viennent dans la boîte de jeu, puis les scénarios peuvent aller dans différentes directions selon que les joueurs prennent. Puis le dernier scénario qu'on a fait, que j'ai joué il y a quelques jours, qui était la guerre, il y a un des chemins narratifs, une branche narrative que tu prends qui t'amène vraiment une place que tu pensais pas aller dans le jeu, là. OK. Intriguant. Super. Mon numéro 8, j'y vais avec un jeu qui a quand même aussi un aspect puzzle assez particulier. J'ai pris Barcelona, qui est un jeu où on va développer la ville de Barcelone en Espagne. Donc, c'est un jeu qui va avoir la ville qui va être représentée dans le fond sur le plateau. Fait que c'est vraiment le grillage de Barcelone. Puis dans le fond, on va placer des ouvriers aux intersections de la ligne et de la colonne d'action. Fait que dans le fond, il y a des actions qui sont tout le long de cette grille-là, c'est autour du plateau central. Puis l'ouvrier qu'on va placer va pouvoir activer les 2 emplacements qui sont à son intersection. Fait que l'emplacement qui est en haut puis l'emplacement qui est à droite. Mais c'est aussi l'emplacement qui va nous servir aussi pour la construction. Fait que c'est comme il y a plusieurs décisions à prendre en compte quand tu places un ouvrier à un endroit. Est-ce que je m'en vais à cet endroit-là parce que je veux construire un bâtiment là? Ou est-ce que je m'en vais à cet endroit-là pour justement utiliser cette combinaison d'actions-là? Fait qu'il y a vraiment des décisions qui sont le fun à faire, puis du développement qui est intéressant aussi. C'est un jeu qu'on va développer plusieurs axes là, sur la ville. La ville, c'est le plateau commun aussi. Fait que il est très tendu. Des fois, on dit OK, je veux aller me placer à ce spot-là, mais là, les autres joueurs y vont. Là, le spot n'est plus disponible. Il faut attendre que les ouvriers s'en aillent. Puis les ouvriers vont s'en aller quand on va construire, justement. On va enlever un certain nombre d'ouvriers pour construire un bâtiment. Fait que c'est là que ça va libérer des places. Fait qu'encore une fois, un placement d'ouvriers qui amène un système très puzzle, mais qui va amener aussi cette interaction-là entre les joueurs, du fait que les emplacements, oui, sont limités comme d'habitude, mais que les emplacements sont convoités parce qu'ils vont avoir ces combinaisons de grilles-là. On va aussi avoir une autre interaction avec les joueurs du fait que les bâtiments, une fois que les joueurs vont y aller, aussi, ça va pouvoir nous donner des petits bonus, là, de l'argent ou des trucs comme ça quand ils vont aller sur certains bâtiments que nous, on va avoir fait, qui vont nous donner des petits bonus d'argent. Fait que ça aussi, c'est intéressant à ce niveau-là. Fait qu'un autre jeu très puzzle dans le placement d'ouvriers avec une grille. Puis cette grille-là, elle est fixe sur le plateau, mais on a des jetons pour la personnaliser. Dans le fond, on peut la mettre au hasard pour changer l'ordre dans lequel les actions vont être, parce que sinon, c'est tout le temps les mêmes combinaisons. Fait qu'on pourrait pogner des patterns, mais on peut vraiment changer ça avec des jetons puis faire notre grille de façon aléatoire. Parce que justement, aussi l'action de la diagonale qui est quand même cool aussi. Fait que non, vraiment un beau système d'action que j'ai vraiment adoré pour un placement d'ouvrier quand même assez tendu et très puzzle. Donc, Barcelona, mon numéro 8. Cool. Mon numéro 7, j'y étais avec le premier jeu coopératif de ma liste. Parce qu'on parlait tantôt, des fois, les placements d'ouvriers, il y en a qui utilisent les dés comme ouvriers, mais des fois, on utilise des sabliers
comme Mhm. ouvrier. Il y a eu une certaine mode à un moment donné, il y en a quelques-uns, Rush et d'autres, là, il y en a dans des hôpitaux. Le premier que j'avais fait, c'était Tale of Pirate, qui lui, en plus, faisait partie d'un jeu de campagne qui était une dizaine de parties. C'est vraiment un excellent jeu pour ceux qui l'ont fait. Qui tangue un petit peu, peut-être un petit peu plus du côté du jeu familial, même si vers la fin de la campagne, les parties sont loin d'être faciles. Ouais. Fait que Tale of Pirate, dans le fond, les joueurs vont contrôler de façon collaborative un navire qui va poursuivre différentes aventures au fil des parties. Les parties sont toujours de 30 minutes, si je ne me trompe pas, sauf la première qui est 20 minutes, une espèce de partie d'introduction qui t'explique le jeu. Puis ensuite, les parties vont toujours être 3 manches de 10 minutes. Grosso modo, les joueurs vont avoir un matelot qui est représenté par un sablier. Puis sur le bateau, il va y avoir différents espaces, des trous dans lesquels on va pouvoir déplacer son sablier pour entreprendre les différentes actions. En début de campagne, les actions sont extrêmement simples. On peut faire changer la voile du navire, fait qu'il va changer sa vitesse. Fait que physiquement, on va déplacer la voile sur le mât du navire. On va pouvoir charger des canons, fait qu'aller placer des espèces de petits jetons sur des endroits spécifiques du bateau pour montrer que les canons sont chargés. On va pouvoir tirer les canons sur les navires adverses qui vont être autour du nôtre. On va pouvoir changer l'orientation de notre navire pour pouvoir avancer. Le jeu se joue avec une application qui va nous guider à travers tout ça. Puis il y a d'autres actions qui vont se rajouter au fur et à mesure que la campagne va avancer, que je ne révélerai pas dans ce cours vidéo pour laisser la chance aux joueurs de le découvrir. Thématiquement, dans le fond, on a une espèce de plateau circulaire qu'on voit, puis on va aller placer des cartes autour de ce plateau-là qui vont représenter les navires qui nous courent après, ou des récifs, ou des monstres marins selon le scénario, etc. Puis l'application va nous donner c'est quoi notre objectif à atteindre. Rejoindre une île pirate, aller trouver un trésor quelque part, se sauver de galions espagnols, etc. Mécaniquement, ça twist, évidemment, c'est les sabliers. Fait que les joueurs ont un sablier. Quand on place notre action, notre ouvrier pour faire une action quelconque, on va attendre quand le sablier est vide, on va pouvoir l'enlever, faire l'action et placer notre ouvrier ailleurs. Fait que c'est un jeu, comme il est coopératif, c'est un jeu qui a besoin naturellement d'une grande collaboration, coopération, communication entre les joueurs. Parce que si je m'en vais tirer avec un canon qui n'est pas encore chargé parce que l'autre n'est pas encore prêt, ou si je m'en vais charger un canon mais qui n'est pas encore déchargé parce que l'autre a tiré, ou si je veux tourner mon bateau, mais on va trop vite la voile. Fait qu'il faudrait descendre la voile du bateau, sinon on n'est pas capable de tourner. C'est un jeu que les joueurs ont besoin de se parler beaucoup. Comme il est en temps réel avec des sabliers, c'est un jeu qui a une belle frénésie, je peux dire. Il y a une belle énergie autour de la table. Les joueurs sont stressés. Ouais, ça Les deux rajoute un premières beau parties, stress quand même. ouais, c'est ça. Les deux premières parties sont extrêmement faciles, honnêtement. Mais à partir de la 3, 4, 5 partie, ça commence à cruncher. On a de plus en plus de choix d'action. Il y a des affaires. Il y a du matériel physiquement qui se rajoute sur le bateau. Il y a du matériel qui se rajoute sur le bateau, qui vont débloquer des espaces du bateau, qui vont donner des nouvelles possibilités. Il y a des belles twists à l'intérieur des scénarios également sur comme qu'est-ce qu'on doit faire puis comment on doit utiliser nos sabliers des fois au final. Fait que c'est vraiment juste l'espèce temps réel dans le placement d'ouvriers. J'ai trouvé que c'était vraiment une super belle idée. Puis celui-là, c'est un des premiers que j'ai joué. Puis le fait qu'il était ta première game, presque, tu rejouerais pas deux fois, hyper simpliste, mais elle te permet d'apprendre les bases du jeu, puis après tu évolues en rajoutant tout le temps des nouvelles règles. Fait que le fait d'amener un placement d'ouvrier, sablier, campagne, coopératif, il y a beaucoup de belles idées dans ce jeu-là. Ouais, c'est vrai que c'était le fun. Puis, ouais, tu as raison. Je pense que c'était un des premiers qui avait lancé un peu cette C'est, mode-là. Il y ça, en a eu 3-4 autres là, qui ont utilisé des ouais, c'est ça. sabliers, là, Je sais mais que c'était fait par la suite, là, mais celui-là, c'est le premier que moi je me rappelle avoir joué. Puis c'est encore, pour moi, il était même meilleur que les autres par la suite. ouais, ouais. C'était vraiment cool. C'était vraiment une belle campagne. Puis les twists de l'évolution aussi sont intéressantes. Il y a vraiment des modules le fun qui vont être ajoutés. Puis comme tu dis, la difficulté, elle augmente quand même au cours de la campagne. Puis je dirais les deux derniers scénarios sont quand même pas Ah faciles. oui, il y en a des scénarios qu'on a pris 3 4 5 fois avant de Ouais, réussir. ouais, ouais. Ouais, oui, tout à fait. Fait que, ouais, une belle expérience. Puis une belle twist avec des sabliers puis du temps réel dans un jeu de placement d'ouvriers. Mon numéro 7, je vais y aller avec le jeu Fromage, OK. que j'ai fait la vidéo tout récemment. Fromage, ce qui est particulier dans Fromage, en fait, c'est que la première chose, c'est que c'est du placement d'ouvriers en simultané. Ce qui est quand même assez spécial parce que souvent dans un jeu de placement d'ouvriers, le principe c'est que
justement, les emplacements sont limités. Donc, à chaque fois qu'on met un ouvrier, ben, on bloque l'emplacement pour les autres joueurs. Fait que quand tu arrives à ton tour, ben, tu peux pas aller sur les emplacements bloqués. Mais là, Fromage amène, dans le fond, du placement d'ouvriers en simultané. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que le plateau va être de forme circulaire, fait qu'il va représenter une espèce de gros fromage, qui est séparé en 4 sections. Chaque section est une partie du plateau dans laquelle on peut justement placer nos ouvriers pour faire 2 choses. Des actions pour faire des fromages dans une section qui va nous permettre de scorer des points. Puis chaque section va fonctionner différemment. Puis on va avoir une section au milieu du plateau qui est la section pour aller chercher des ressources. Fait qu'on peut aussi aller placer un ouvrier dans les ressources, un ouvrier dans les fromages à chaque tour. La twist, c'est que tes ouvriers vont, dans le fond, tu vas toujours jouer sur le plateau qui est devant toi, le morceau du plateau qui est devant toi. Fait que tous les joueurs jouent en même temps. Puis dans le fond, les ouvriers vont rester sur le plateau jusqu'à temps que leur cooldown soit terminé. Puis c'est ça la grosse twist du jeu. C'est que dans le fond, quand tu places un ouvrier, on voit que les emplacements sont orientés dans différentes façons. Donc, on va avoir un système de gradation des actions. Fait que tu vas avoir trois forces d'action, si on veut. Tu vas avoir des actions qui sont bronze. L'action bronze, si tu mets un ouvrier dans cette action-là, ben, dès que le plateau va tourner, parce que dans le fond, à chaque tour, le plateau va tourner, puis on va jouer sur la prochaine section. Fait que l'ouvrier bronze, ben, après avoir tourné une fois, il va redevenir disponible, puis on va le prendre. Les actions argent, qui sont plus fortes, ben, l'ouvrier, il va falloir qu'il tourne 2 fois. Que le plateau tourne 2 fois, en fait, pour qu'il revienne disponible. Puis les actions or, qui sont évidemment les meilleures actions, les plus puissantes, celles qui vont te donner plus d'opportunités de faire des points, vont devoir garder ton ouvrier pendant 3 tours. Puis comment tu fais pour le savoir quand est-ce qu'un ouvrier a terminé son cooldown? Ben justement, vu que le plateau tourne de 90 degrés à chaque tour, ben les emplacements d'action sont faits de sorte que quand ils sont prêts, quand le cooldown est fini, c'est qu'au début de ton tour, l'ouvrier va être face à toi. C'est-à-dire que l'ouvrier bronze, ben, il va tourner une fois, puis après avoir tourné une fois, il redevient face à toi. Fait qu'au début du tour, tu sais qu'il faut que tu le récupères. Tandis que lui qui est or, ben, ça prend comme 3 rotations avant qu'il redevienne face à toi pour que tu le récupères. Fait que c'est vraiment un système ingénieux qui est justement, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, puis tu le vois rapidement. OK, lui, quand il va tourner, prochain tour, il devient disponible, il va avoir fini son cooldown, je vais le récupérer. Fait que ça devient aussi ta gestion d'ouvrier de dire, OK, là, comment je veux gérer mes forces d'action pour avoir tout le temps, idéalement, 2 ouvriers à mon tour, parce que tu peux aller faire un ouvrier dans les ressources, un ouvrier dans les fromages. Mais si tous tes ouvriers sont en cooldown, puis tu as mal géré ça, ben ça se peut que tu n'aies aucun ouvrier à un tour, puis tu fais aucune action, ce qui n'est pas optimal. Puis tu vas avoir des tours, évidemment, une action à un moment donné, vers la fin de la partie, c'est sûr que c'est inévitable parce qu'il y a moins de spots disponibles ou il y a des spots plus difficiles que tu ne fais pas nécessairement aller. Fait que vraiment une belle gestion des ouvriers avec son système de cooldown, avec l'orientation du plateau et du placement d'ouvriers en simultané aussi, qui est quand même assez inusité. Fait qu'un système qui fonctionne bien. Puis même si c'est en simultané, il réussit à nous donner une interaction entre les joueurs parce que les fromages vont rester sur les sections. Les sections scorent de différentes façons. Fait qu'on peut essayer de nuire à nos adversaires en se plaçant à certains endroits pour leur couper l'herbe sous le pied, essayer de leur enlever des points dans ces zones-là. Fait que vraiment une belle twist à l'ensemble pour le système d'action avec les fromages, le plateau qui tourne. Donc, belle twist sur le placement de rouille avec fromage. C'est drôle parce que ton choix numéro 7 que tu étais, il y a quelques points communs avec mon choix numéro 6. Ouh! C'est un jeu qui s'est calmé un petit peu avec les années. C'est un jeu qui est encore très bon. Mais qu'il y a justement un système de rotation d'ouvriers. C'est le bon vieux classique Zolkin Ben que oui. je pouvais pas vraiment ne pas mettre dans cette top-là tellement que j'y ai joué, même si ça commence à faire longtemps que je n'y ai pas joué. Mais j'ai joué vraiment beaucoup à ce jeu-là, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Zolkin, dans le fond, encore une fois, là, le thématique, on a des Incas qui construisent des temples puis qui font évoluer notre société pour tenter de faire un maximum de points de victoire, monter sur différentes pistes. Là, un bon jeu de euro avec des pistes à monter. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, évidemment, là, il commence à être très connu. Sa grande twist, c'est qu'il y a une espèce de grands engrenages dans le centre qui va aller influencer 4 autres engrenages autour du plateau, 5 autres engrenages autour du plateau, qui ont tous différents Ouais. thèmes. Là. Fait que l'engrenage vert, c'est les ressources plus de type nourriture. Le bleu, c'est pour aller influer sur les temples. Le jaune, c'est pour aller influer sur les technologies, si je me trompe pas. Puis il y a le rouge va chercher différentes ressources. Puis le brun, le gris, d'autres types de ressources. Si ma mémoire est bonne, comme je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué.
Mais lui, son concept est assez simple. Tu as un certain nombre d'ouvriers qui t'appartiennent, puis à ton tour, soit tu poses un ouvrier, soit tu récupères un ouvrier. Sa grande twist, c'est qu'à tous les tours de jeu, quand c'est au premier tour de jeu, je pose mon ouvrier. Là, quand tout le monde a joué, on va faire tourner la roue centrale qui va faire tourner toutes les autres roues. Ouais. Puis mon ouvrier, là, son action va être plus puissante si je le récupère. Parce que lui, tu ne prends pas d'action quand tu poses tes ouvriers, tu prends tes actions quand tu récupères tes ouvriers. Puis l'idée, c'est que plus tu laisses un ouvrier longtemps sur les roues, plus l'action va être puissante quand tu vas récupérer ton ouvrier. Fait que si tu réussis à le laisser 5-6 tours de jeu au même endroit, ben là, tu vas le récupérer puis il va être super fort. Par contre, si tu laisses trop longtemps au même endroit, ben là, il va se défausser tout seul, puis il va avoir une conséquence négative. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais c'est poche. Tu veux pas que ça arrive. Mais donc, juste cette simple mécanique-là te cause beaucoup de maux de tête à ceux qui trippent moins sur les jeux euro. Parce que là, tu calcules pas 3 tours en avance, tu calcules je sais pas combien de tours en avance en ayant différents étages dans tes calculs, différentes étapes. Parce que tu dis, OK, là, je place lui là. Lui, il faut que je le récupère dans 3 tours. Mais à chaque tour, tu es obligé d'en placer un. Donc, tu peux pas passer. Ouais. Faut t'en Fait que placer si un ou tes t'en ouvriers, récupères un. c'est ça, fait que si tu as placé tous tes ouvriers, tu as mal calculé tes affaires, tu as placé tous tes ouvriers, puis là c'est à toi, ben faut t'en récupérer un. Là, tu regardes, non, cette ressource-là, j'ai pas, ça, j'ai pas besoin de faire ça, je veux pas ça, ben il faut que j'en prenne un pour que les autres puissent continuer à progresser. Puis encore une fois, des fois, tu calcules pas super bien. Puis là, tes ouvriers, ils arrivent tous à l'endroit que tu voudrais les reprendre en même temps, mais tu peux en reprendre juste un. Fait que là, OK, fait que là, lui, là, je calcule mal, lui, dans 2 tours, il faut absolument que je le reprenne, sinon je le perds. Fait que cette simple, ben simple, pas simple, la mécanique en tant que telle est simple. Il progresse tout d'une case à tous les tours de jeu, puis l'espèce de mécanisme il est quand même ingénieux. Là. Fait que c'est pas fiddly de tourner toutes les roues une par une pour que ça arrive à la bonne place. Tu tournes une fois. C'est un bon vieux jeu euro aussi, tu as une gestion de nourriture à faire. Là. Fait que 2 fois dans le tour qu'il faut que tu payes de la nourriture. C'est indiqué sur les petits coches là, dans les engrenages quand est-ce que ça arrive. Tu développes des techs, etc. Le reste du jeu est assez classique. Là. Tu progresses sur des pistes, tu développes des technologies, qui sont des pouvoirs passifs, faut que tu restes faire des points de victoire. Mais la grosse twist, c'est vraiment ça. Tu laisses un ouvrier, plus il reste à un même endroit, plus c'est plus fort ce qu'il va faire. Mais c'est complexe à gérer pour que ça arrive tout au bon moment de qu'est-ce que tu as besoin, au moment où les choses progressent. Fait que c'était un classique pour moi. Je ne pouvais pas vraiment pas le mettre. Puis ça reste un très bon jeu. Fait que Zolkin. Ouais, puis pour un jeu de 2012, il y a encore à lui, je pense, son originalité aujourd'hui. Fait que, Oh, oui. ouais, tout à fait. C'est un jeu encore populaire, qui se joue encore régulièrement, à ma connaissance, qui est bien placé, si je ne me trompe pas, dans le top 100 sur Board Game Geek aussi. Donc, voilà, Zolkin. Ouais, il est 70e. C'est ça, il y a encore une bonne posture. Mon numéro 6, c'est un jeu qui a contribué un peu à la vague des jeux de sociofinancement qui disait justement un placement d'ouvrier avec une twist. Puis, il y avait un côté gimmick, ce jeu-là. Donc, j'ai mis Chimera Station, qui est un jeu où on va, en fait, personnaliser nos ouvriers. Donc, nos ouvriers, c'est des espèces de petits aliens en plastique. Puis, on va pouvoir aller les placer au laboratoire pour les modifier génétiquement. Donc, on va pouvoir ajouter des modules sur nos ouvriers. Il y a 3 types de modules là, qu'on peut ajouter sur les ouvriers. Fait qu'on va littéralement ouvrir notre ouvrier, enlever la tête, snapper la pièce qu'on va rajouter génétiquement, puis remettre sa tête. Puis chaque ouvrier peut avoir 2 add-ons génétiques dessus. Fait qu'on peut mettre 2 pièces différentes, 2 pièces pareilles. C'est comme on veut. Puis ça va leur donner des habiletés, là, ces petites pièces-là. Mais ces add-ons génétiques-là deviennent aussi une ressource. Il y a des fois des actions que tu peux faire. Tu vas défausser une de tes pièces génétiques pour faire une action, pour payer un coût, etc. En plus de l'habilité qu'elle donne là, quand tu es équipé sur un personnage. Fait qu'on va avoir les modules des pints qui vont nous permettre d'aller tasser les autres joueurs. Fait que quand je vais aller à un endroit qui est occupé par un autre joueur, ben on va pouvoir enlever son ouvrier, puis l'envoyer à la cantine, puis nous autres, on va pouvoir faire l'action. On va avoir les feuilles, donc le module pour faire de la photosynthèse, qui va nous permettre de générer, de diminuer nos coûts de nourriture là, à la fin de la manche, parce qu'on fait de la photosynthèse. Puis on va avoir les modules avec les espèces de tentacules qui vont nous permettre de ramasser plus de ressources quand on va faire des actions qui vont faire des effets de collecter des ressources. Il y a Puis, aussi les cerveaux qui vont ah oui, c'est t'apporter vrai. davantage de points de victoire quand tu Ah places oui, tes fait qu'il y a ouvriers. 4 modules, c'est vrai, les Ouais, cerveaux qui donnent des bonus de points sur les emplacements ouais, de, ouais.
qui sont quand même assez importants là, pour faire des beaux combos de points. Puis c'est un jeu que le plateau, c'est une station avec des tuiles. Au début, il n'y a presque pas d'action, mais plus la partie avance, il y a une des actions, c'est d'aller construire un module là, dans la station, ajouter une tuile, construire un bâtiment. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu envoies tes ouvriers au laboratoire là, pour justement leur rajouter des pièces génétiques, c'est un peu comme dans Lord of Waterdeep, là, quand tu allais au port pour faire tes cartes chiantes. Là. Ben, une fois qu'ils ont fait que tu as mis ces add-ons-là, tu peux les replacer ailleurs. Fait que là, ces ouvriers-là vont s'améliorer, mais ils vont pouvoir aller faire une action à la fin dans ce qui est disponible. C'est sûr qu'il reste moins de choix, mais ça reste quand même intéressant comme système. Tu n'as pas l'impression de perdre nécessairement ton temps à aller faire ton add-on et tu peux aussi le replacer. Fait que vraiment sympathique, vraiment du beau matériel pour vrai. Ça faisait jouet puis gimmick, mais au final, ça fonctionne super bien. Puis le jeu est le fun, il est stimulant. C'est un jeu qui fait vraiment une courbe un peu exponentielle de points. Là. Au début, il n'y a pas beaucoup de bâtiments, mais il n'y a pas beaucoup de gros effets. Puis plus on avance, plus il va y avoir des combos puis des synergies qui vont s'installer. Puis on va faire des tonnes de points là, dans la dernière manche. Fait que Chimera Station, belle twist sur le placement d'ouvriers avec ses pièces modulables et ses ouvriers modulables qui sont très cute. Tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je continue avec mon numéro 5. J'avais dit tantôt, quand j'ai parlé de Tales of Parrot, j'avais dit le premier jeu coopératif de ma liste. Ça veut dire que j'en ai un deuxième, qui est celui-là, qui s'appelle Atlantis Rising, que j'aime vraiment beaucoup. Moi, j'ai joué à la deuxième édition, j'ai jamais joué à la première. Je sais que toi et Jules, entre autres, vous avez joué beaucoup à la première Je l'ai édition. encore la première, ouais. La deuxième édition, en plus, est superbe. Là. Mais Atlantis Rising, c'est un jeu dans son cœur, comme tous les jeux qu'on a nommés. Là, on collecte des ressources, on essaie de construire. Lui, dans le fond, Atlantis est en train de couler. On est en train de développer une espèce d'invention qui va permettre de se téléporter dans un autre monde, là, littéralement. Puis il faut réussir à construire un certain nombre de pièces de cette invention-là avant la fin de la partie. Fait que lui, sa première grosse twist, un peu comme Tale of Parrot, c'est qu'il est coop, ce qui est quand même rare pour un jeu de placement C'est vrai que c'est d'ouvriers. rare. Puis sa deuxième grosse twist, c'est que il te rajoute un gros élément de push your luck, ce qui est aussi rare dans un jeu de placement d'ouvriers. Parce que lui, le plateau, il est fait avec des espèces de. C'est comme une île avec des grandes branches, une île tentaculaire. Puis on peut aller placer nos ouvriers sur les différentes zones pour aller chercher des ressources, pour aller transformer nos ressources dans rare, pour aller construire des morceaux du module, pour aller chercher des espèces de cartes là, de scientifiques là, qui donnent des pouvoirs, etc. Mais la twist, c'est qu'entre chacun des tours, comme c'est souvent le cas, une espèce de pandémie, on va virer des cartes d'un paquet d'événements négatifs. Puis l'île va commencer à couler tranquillement. Fait que là, tout le plateau il est construit en espèce de casse-tête. Fait que chaque branche de l'île, c'est une succession de 6-7 tuiles qui s'attachent les unes avec les autres. Puis on va aller à tous les tours de jeu. Il y a des endroits au hasard qu'on va tourner de bord, fait qu'ils vont devenir submergés par l'eau, puis ça va se rapprocher tranquillement de la tuile centrale. La twist, c'est que toutes ces tuiles-là, ben, les actions sont là. Plus l'action est loin du centre, plus elle est forte. Et la plupart des actions, c'est qu'on doit lancer un dé, puis si on réussit à obtenir un certain résultat, on va aller chercher certaines ressources. Mais si je m'en vais dans la dernière case, ben peut-être que si elle lance 3 plus, puis gagne 2 ressources d'or que tu vas utiliser pour faire d'autres choses. Tandis que la première case, c'est lance un dé, puis si tu as 5 et plus, tu en fais juste une. Fait que c'est vraiment moins intéressant. Par contre, on place nos ouvriers, on révèle les cartes négatives et ensuite on résout des actions. Fait que si j'ai placé mon ouvrier dans un endroit qui est submergé, ben, l'action est juste là. Fait que est-ce que je veux prendre la chance d'aller parce que j'ai vraiment besoin de ressources-là, prendre la chance d'aller à tel endroit, ou je préfère aller un petit peu moins loin, mais là j'ai moins de chances de ressources que j'ai besoin pour construire le truc pour plus tard. C'est aussi un jeu de placement d'ouvriers qui se joue à 6, c'est pas 7, fait que ce qui est aussi, parce que je pense même que c'est 8 qui peut aller, là, c'est vraiment un grand nombre de joueurs qui peuvent jouer à ça en même temps pour un placement d'ouvrier. Puis là, chaque joueur a un petit pouvoir unique. Là. C'est d'ailleurs, si tu joues un grand nombre de joueurs, on recommande une garde là, qui bloque justement une tuile pour pas qu'elle se fasse inonder au moment où on révèle la carte. Là. Il est vraiment très fort. Fait que j'ai trouvé que c'était un drôle de mélange pour un placement d'ouvrier qui fonctionne. C'est du push your luck, des jets de dés,
de la coopération. C'est pas des affaires que tu t'entends dans un placement d'ouvrier, tu sais, jet de dés, beaucoup d'hasard, puis coopération. T'as l'impression que je parle d'un dungeon crawl ou quelque chose comme ça. Mais puis ça marche bien dans ce jeu-là. Il est vraiment très très bon, très intéressant. Donc, pour cette raison-là, je l'ai mis en 5. Ouais, super. C'est vrai que c'est un jeu qui a bien vieilli puis il est le fun à jouer. Ouais. Puis il y a une extension qui est sortie il y a 1 an ou 2, 3 ans, là, qui rajoute des monstres mythiques. Oui, Là. c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui a encore il y a encore beaucoup de personnes qui aiment et qui jouent. Cool. Numéro 5, moi, ça va être notre premier crossover. Wow! Donc, je suis allé avec moi aussi les jeux de sablier. J'avais mis Tales of Pirate puis Kitchen Rush. Juste pour Ouais. montrer plus de jeux, je vais montrer Kitchen Rush. Mais pour moi, c'est un peu la même gimmick là, dans ces deux jeux-là. C'est que tes ouvriers sont des sabliers. Fait que c'est des jeux qui vont amener un aspect de temps réel. Kitchen Rush est aussi coopératif, fait que dans le fond, on va gérer une cuisine, on va avoir à fabriquer des plats, gérer la nourriture de notre stock, faire cuire les aliments sur des petites pistes pour avoir la bonne cuisson, pour préparer ce que les clients vont demander. On va accueillir les clients, les placer sur des tables. Fait qu'on va avoir chacun 12 ouvriers, puis on va avoir des assistants qui sont des ouvriers que tout le monde peut placer dans son voyons, que tout le monde peut les gérer, ceux-là. Puis il a aussi fait Clinic Rush, qui est cool. En fait, c'est comme une famille de jeux qui utilisait des sabliers. Clinic Rush était aussi très cool. Là. Fait que, tu sais, Tales of Pirate, Clinic Rush, Kitchen Rush, pour moi, j'ai mettais un peu tout dans la même Catégorie. case. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment la même dynamique avec les sabliers. Euh, Clinic Rush est aussi très cool parce qu'il y a des petits mini-games, le fun, il y a des petits aspects de dextérité aussi en plus pour faire les différents tests médicaux pour soigner des patients, mais c'est le même principe. On gère un hôpital, on a nos ouvriers qui sont nos médecins, on va avoir l'infirmière que tout le monde peut utiliser, puis on va justement aller chercher les médicaments à la pharmacie, remplir la pharmacie, faire des tests pour savoir comment soigner les patients, puis qu'on va les envoyer faire un scan, on va les envoyer à telle place. Puis c'est tous des jeux que c'est le même principe, c'est que tes ouvriers sont des sabliers, donc tu peux pas l'enlever de. Celui-là, c'est un peu l'inverse de Tale of Pirate, c'est que tu vas le placer, tu vas faire l'action immédiatement, mais tu vas pouvoir le déplacer quand le temps va être terminé. Fait que c'est un peu à l'inverse. Mais c'est des jeux qui sont frénétiques, qui sont justement, comme tu disais tantôt, qui demandent une énorme bonne coopération, communication. Mais c'est des jeux qui sont le fun à jouer, c'est des jeux que tu vas te souvenir. Donc, cette espèce de petite adrénaline rush-là de jeux en temps réel dans des jeux de placement d'ouvriers, c'est assez particulier, mais cette famille de jeux-là, je pense, le font très bien. Fait que mon numéro 5, Tale of Pirate, Kitchen Rush ou Clinic Rush, qui sont les jeux à sablier. Désolé pour Pendulum, je ne l'ai pas joué, je sais pas si C'est c'est pas bon. celui-là. Non, c'est ça. Alright. Je continue donc avec mon numéro 4, ça va être mon premier, Lacerda, qui est un auteur que j'aime quand même bien. J'hésitais entre deux jeux pour des raisons différentes. J'ai fini par me brancher sur On Mars, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a 3 jeux de Lacerda particulièrement que j'aime beaucoup. On Mars en est un. Puis lui, encore une fois, comme plusieurs des jeux que j'ai nommés jusqu'à maintenant, tu sais, ultimement, on essaie de coloniser Mars, là, fait que construire une base spatiale sur Mars, fait qu'on va aller chercher des ressources, construire des bâtiments, déplacer son rover pour ramasser différents trucs sur Mars, aller chercher des cartes spéciales, etc. Lui, sa grosse twist que j'ai trouvé dans son placement, c'est que le jeu il est comme séparé en 2 grandes sections. La base qui est en orbite, qui sert de réserve pour les ressources. C'est là qui sont les ressources de la Terre pour pouvoir transférer sur Mars. Et tu as Mars en tant que tel, où tu vas vouloir construire. Chaque zone du jeu a un set d'actions complètement différent. Fait que sur Mars, tu vas etc. En orbite, tu vas préparer des ressources, tu vas aller chercher des cartes de technologie pour pouvoir développer des trucs, engager des espèces de scientifiques, des trucs comme ça. Et t'as une mécanique interne dans le jeu qui est l'espèce de navette qui fait le voyage entre Mars et la base qui est en orbite à tous les 3 tours de jeu. Si tu prends la navette, ben, ça ne te coûte pas de ressources passer, toi, de la base à la planète ou de la planète à la base. Si tu ne prends pas cette navette-là, ben, ça va te coûter des ressources. Et des ressources
si facilement que ça dans ce jeu-là. Fait que tu veux essayer de prendre la navette le plus possible quand tu en as besoin. Fait que tu as une espèce de planification qui est assez particulière dans ce jeu-là, où si tu commences par exemple sur la base spatiale, tu vas dire, OK, là, est-ce que je peux prendre 3 actions sur la base spatiale parce que je vais attendre que la navette, si je prends une action, que la navette elle revienne à Mars, ou je décide d'embarquer tout de suite dedans, ça veut dire que je vais passer 3 tours sur Mars avant d'être capable d'avoir les moyens de pouvoir reprendre les actions qui sont là. Puis, il y a une espèce de concept que quand il y a un certain nombre de bâtiments qui sont construits, le niveau global de la base martienne augmente. Puis plus ça augmente, plus la navette fait des voyages qui sont... C'est le contraire, elle fait des voyages rapides partie, puis plus elle augmente, plus ses voyages sont espacés. Fait Ouais, qu'il parce faut que les toujours que tu joueurs te planifies. vont avoir des petites navettes personnelles à utiliser vers la fin de la game. Mais ça va être plus facile ça va être plus facile de se rendre. Tu peux dépenser ton espèce de jeton de navette pour faire un passage rapide toi-même, des trucs comme ça. Mais c'est que plus la base, thématiquement, c'est que plus la base est avancée, moins il y a besoin de la navette spatiale pour pouvoir la faire vivre. Fait que les voyages sont rares, fait que faut que tu sois capable de faire par toi-même si tu en as besoin. Fait que cette espèce de planification-là est vraiment particulière. Si je veux passer, comme je disais, 2 tours de jeu dans la base spatiale, il faut que je calcule que je vais en passer un troisième. La navette, c'est pas à tous les jours. Au tour 1, elle descend, au tour 2, elle remonte, au tour 3, elle redescend, au tour 4, elle remonte, puis éventuellement, c'est aux 2 tours, éventuellement, c'est aux 3 tours qu'elle fait ces allers-retours-là. Fait que cette dynamique-là, vraiment, vraiment particulière à l'intérieur du jeu, elle amène un grand besoin de planification. Puis il rajoute à ça toutes les particularités qu'on retrouve dans beaucoup de la Cerda. J'ai passé ces 2 tours derniers. À l'époque, c'est un gars qui aime beaucoup avoir 1 million de petites actions gratuites, de petites actions bonus. Quand tu fais telle action, ça déclenche telle affaire cascade. C'est quelqu'un qui aime ça beaucoup dans ses créations, dans ses designs de jeu. Mais celui-là, moi, c'était vraiment cet aspect-là de passer entre pans principaux où tu peux prendre tes actions, avec lesquels tu dois te planifier au moment où tu veux transférer. Fait que c'est juste un tour que j'agis là, puis un tour que j'agis là, comme j'ai décrit plus tôt, par exemple, dans Résurgence. Il faut que tu planifies quand est-ce que tu vas pouvoir, plusieurs tours d'avance, où est-ce que tu vas vouloir prendre tes actions pour être capable de suivre là. Fait que ça, j'ai trouvé ça très très cool. C'est complexe, mais c'est très cool. Ouais, belle twist. Belle twist. Ouais. Mon numéro 4, j'y vais avec un de mes placements d'ouvriers favoris des dernières années. J'ai mis Darwin's Journey. Darwin's Journey fait un peu comme Chimera Station. Là. Il va avoir l'opportunité de personnaliser ses ouvriers. Fait que dans le fond, on suit Darwin dans ses voyages, puis on va essayer d'étudier justement les différentes espèces qu'il va trouver dans ses voyages sur les îles. Puis dans le fond, on va avoir il y a des pistes aussi à développer, des objectifs de fin de manche qui font scorer des points. Puis dans le fond, on va avoir principalement 4 actions principales. On va avoir l'action pour aller explorer des îles, se promener sur les îles qui sont des pistes en fait qui vont nous donner des bonus sur les cases qu'on va arrêter. On a l'action de naviguer qui est aussi une piste qui va nous permettre de gagner des bonus, mais qui est reliée aussi aux objectifs de fin de manche qui vont scorer. On va voir l'action de la correspondance, qu'on va placer des petits timbres, qui est une espèce de majorité pour avoir des bonus en fin de la manche. Puis on va avoir l'action d'aller étudier, dans le fond, qui va nous permettre de placer des petits sauts sur nos ouvriers. Fait que c'est là la twist du jeu, c'est que tes ouvriers vont avoir 6 sauts que tu vas pouvoir leur mettre dans la partie. Fait que c'est comme ça représente leur niveau d'étude, leur champ de connaissances. Fait que tu vas avoir des sauts des 4 couleurs des actions. Fait que des sauts verts pour l'exploration, des sauts bleus pour la navigation, des sauts jaunes pour la correspondance, puis des sauts rouges pour l'étude. Puis dans le fond, chaque action va avoir plusieurs actions disponibles qu'on va pouvoir déverrouiller en cours de partie. Donc, on va pouvoir avoir comme 3 versions de chaque action principale qui sont de plus en plus fortes. Puis, on va avoir aussi des actions spéciales qu'on va pouvoir déverrouiller sur le plateau qui vont être différentes à chaque game. Mais pour faire ces actions-là plus fortes ou les actions spéciales, tu vas avoir besoin d'un certain niveau d'étude. Fait que tu veux faire, exemple, l'action niveau 1 d'étudier, ben, ça te prend un saut rouge. Faut que tu aies quand même un peu de connaissances dans le domaine. Mais si tu veux faire l'action niveau 2, ça te prend 2 sauts rouges. Si tu veux faire l'action niveau 3, ça te prend 3 sauts rouges. Fait que là, tu vas devoir comme spécialiser tes ouvriers si tu veux avoir accès à ces actions plus puissantes-là, une fois qu'elles seront déverrouillées. Puis même chose pour les actions spéciales. Tu pourras avoir une action spéciale, je sais pas, qui te fait avancer à la fois sur l'exploration et sur la navigation. Mais là,
tu peux juste aller la faire si tu as 2 sauts verts puis 2 sauts bleus. Fait que là, il faut que tu commettes ces sauts-là sur tes ouvriers. Les sauts, en plus de donner accès à des meilleures actions, sont aussi des objectifs. Donc, tu vas avoir 3 objectifs de personnages à la fin de la partie. Puis l'objectif, c'est d'avoir 5 sauts précis. Là. Exemple, tel objectif, c'est d'avoir 3 sauts jaunes puis 2 sauts rouges. Fait que si en plus tu réussis à avoir un de tes personnages qui a cette combinaison-là de sauts, ben, tu vas pouvoir déclencher l'effet de ta carte objectif de personnage, qui sont des effets quand même assez puissants, des grosses actions bonus. Fait que tu veux les réaliser. Fait qu'à la fois, nos ouvriers sont personnalisables, puis à la fois, ils sont des objectifs pour des bonus puissants. Fait que ça, c'est très le fun, très stimulant. En plus de ça, chaque saut, les sauts, si tu réussis à mettre 5 ou 6 sauts sur un personnage à la fin de la partie, ça donne des points de victoire. Fait que tu es quand même récompensé à la fin, en plus d'avoir eu accès à des meilleures actions. Fait que ça, c'est le fun. Puis, si un ouvrier a 4 sauts, il va déclencher aussi des bonus argent. Ou s'il y a 6 sauts, il va déclencher des bonus or sur les actions. Fait que c'est des bonus qui vont justement encore plus rendre les actions de base plus fortes, qui vont te donner un déplacement de plus, ou un time de plus, ou des trucs comme ça, un rabais sur les sauts qu'on va acheter, ou des choses comme ça. Puis les ors vont nous donner encore une fois un bonus encore plus puissant. Puis ils vont se cumuler si justement ton ouvrier, c'est 6 sauts, c'est un méga ouvrier. Mais là, il déclenche un paquet de bonus quand tu le places. Fait que c'est super satisfaisant quand tu as fini de placer tes sauts. Puis là, tu dis, OK, j'ai mon super ouvrier, il va aller là. OK, il déclenche tel bonus. Il y a le saut argent. Ah, OK, il fait telle affaire. Fait que c'est vraiment le fun comment on personnifie tout ça. Au cours de notre partie. Fait que Darwin's Journey, pour moi, une belle twist avec du placement d'ouvriers personnalisable à l'intérieur du jeu. Oh. Je continue donc avec mon numéro 3. Je suis rendu à mon numéro 3, ils sont pas longs parce qu'on en a déjà parlé. Oh, Fait que ça va crossover? être notre deuxième crossover. C'est Chimera Station. Je m'en doutais. Tu devais te douter qu'il serait là éventuellement. Ça reste un de mes euros encore aujourd'hui préférés. C'est un euro que j'aime beaucoup. Le David a raison dans tout ce qu'il a dit. Fait que j'aime comment tu vas personnaliser ton ouvrier. Puis ce qui fait que, dépendamment du type de joueur que tu es, si tu as certains irritants, ben ce jeu-là est tes règles. Toi, t'aimes pas ça nourrir tes ouvriers à la fin d'un tour de jeu, tu trouves ça gossant, parfait. L'heure des feuilles, tu nourriras pas. T'aimes pas ça quand il y a des espaces bloqués, mais à l'heure des pinces, tu vas tasser les autres joueurs. Ouais. Fait que ça j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'aime beaucoup les jeux, on va en reparler un petit peu plus tard également. On a déjà parlé en partie, non, pas encore arrivé. J'aime beaucoup les jeux où tu construis le plateau de jeu au fur et à mesure que ça avance. Chimera Station, mine de rien, on parle beaucoup des ouvriers qui se modifient, mais c'est un jeu que sur un côté du plateau, tu as genre 4-5 actions de base qui sont grosso modo construire puis aller chercher les ressources de base, de l'argent, puis etc. Puis sur le plateau de jeu en tant que tel, tu as une action disponible. Mais au fur et à mesure que les joueurs vont construire des bâtiments, la station spatiale elle va se développer, puis chaque case qu'on rajoute, c'est possible qu'on peut prendre. Fait que c'est les joueurs qui vont décider comment la station va se construire, ce qui fait que d'une partie à l'autre, c'est jamais les mêmes actions. Fait que c'est vraiment super le fun, je trouve, comme dynamique de jeu, d'avoir un jeu qui se construit pendant la partie, un plateau qui se construit pendant la partie, en plus d'avoir les ouvriers hyper personnalisés. J'ai trouvé, comme David l'avait mentionné, que c'était très intelligent de s'assurer que quand tu décides d'envoyer un ouvrier pour qu'il puisse se faire transformer, ben tu ne le perds pas pour le tour. Parce que c'est un jeu qui a juste 5 tours de jeu. Donc, tu vas le replacer après que toutes les autres placées, donc pas nécessairement dans l'action de ton choix, mais quand même utiliser ce tour-là. Fait que Chimera Station, j'étais d'accord avec tout ce que David a dit précédemment. Ouais, puis TMG, même si on fait faillite, je suis persuadé que ce jeu-là va se faire rééditer par quelqu'un d'autre à un moment donné. Éventuellement, Ouais. probablement. Mon numéro 3, j'y vais avec Underwater Cities. Un jeu que probablement les plus laids ouvriers que j'ai jamais vu. Les ouvriers, c'est une espèce de jeton rectangulaire qui représente genre un sas là, dans un sous-marin. Là. Fait que c'est vraiment le pire jeton d'ouvrier que j'ai jamais vu de ma vie. Mais le système de placement d'ouvriers est vraiment le fun dans ce jeu-là. Sa twist, c'est que pour placer un ouvrier, tu dois jouer une carte. OK? Et dans le fond, il y a 3 sections pour placer des ouvriers. Donc, c'est les cases que vous voyez autour du plateau, là, les cases vertes, rouges et oranges. Fait que c'est les 3 zones pour mettre ton bel ouvrier de sas. Puis comme dans un placement classique, une fois qu'un ouvrier est placé à une place, elle est bloqué pour la manche. Puis dans le fond, si la carte, tu as des cartes en main, tu as 3 cartes en main.
Puis dans le fond, si la carte que tu joues est de la même couleur que l'action que tu déclenches, tu vas pouvoir jouer l'effet de la carte. Fait que tu pourrais jouer une carte verte en allant sur un emplacement rouge, mais ta carte ne s'activera pas. Tu vas juste faire l'emplacement rouge d'action que tu es allé. Par contre, si je vais sur un emplacement rouge, mais que je joue une carte rouge, là, je vais pouvoir jouer l'action de ma carte. Fait que c'est vraiment de voir la combinaison. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Qu'est-ce que je peux déclencher avec ces cartes-là? Ou est-ce que je veux tellement une action que je me fous de la carte puis je la jette sans faire l'effet? Mais évidemment, tu te sens moins optimal de faire ça. Fait que c'est vraiment un casse-tête d'optimisation entre les cartes que tu as, les couleurs que tu as disponibles, les cases d'ouvriers qui sont disponibles sur le plateau. C'est un jeu de développement. On va avoir un petit plateau personnel. On va construire des villes sous-marines avec des stations pour fabriquer des ressources, là, des algues, de la science, du cash, des trucs comme ça. Fait qu'il y a vraiment un gros côté engine building dans ce jeu-là. Fait qu'on va avoir un côté income aussi. À chaque fin de manche, on va déclencher les incomes des bâtiments dans nos villes, puis dans notre réseau de villes sous-marines. On va avoir des cartes d'objectifs aussi qu'on va pouvoir aller chercher. Mais vraiment, la grosse twist, c'est vraiment la synergie entre le système de cartes du jeu qui est vraiment le fun, puis le système de placement d'ouvriers. Fait que ça fait vraiment un puzzle puis un côté optimisation qui est vraiment stimulant puis toujours le fun à chaque fois que j'y joue à ce jeu-là. C'est un jeu qui a des composantes assez weird puis assez cheap, mais un gameplay très riche grâce à tout ce système-là là, de placement d'ouvriers. Super, fait que pour mon numéro 2, j'avais pas le choix d'inclure ce jeu-là dans mon top parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps et je parle d'Anachronie. Anachronie, dans le fond, c'est un jeu qui n'a pas en tant que tel une twist majeure à l'intérieur du jeu, mais c'est un jeu que je trouvais qu'il y avait énormément de petites choses qui faisaient différemment des autres jeux de placement d'ouvriers, puis c'est pourquoi je voulais l'inclure. Fait que thématiquement, rapidement, on est dans une société futuriste, on contrôle une caste qui veut une faction, qui veut être la prochaine faction dominante pour assurer la survie de l'humanité, parce qu'on sait qu'il va y avoir un cataclysme éventuellement, une grosse météorite qui va tout péter. Fait qu'il faut gérer ça, fait qu'on va construire des bâtiments, chercher des ressources, assez classique du placement d'ouvriers. Lui, comme je disais, il y a plusieurs affaires que je trouve qui sont une belle twist à l'intérieur du jeu. Premièrement, tu as ton plateau qui est divisé en deux grandes sections. Pas ton plateau, mais tu as un plateau principal, tu as un plateau personnel à toi. Fait que ça fait deux grandes sections sur lesquelles tu peux aller placer tes ouvriers pour entreprendre diverses actions. Fait que ton plateau personnel, c'est déjà une twist que je trouve le fun parce qu'il n'y a rien au début, puis tu vas, au fur et à mesure que la partie va avancer, tu vas placer des bâtiments, placer des ressources. Fait que tu vas comme personnaliser ta section de placement d'ouvriers personnel, ça que j'aime beaucoup. Sur le plateau principal, tu as aussi quand même aussi des belles twists, en ce sens où ton plateau principal, pour y envoyer des ouvriers, tu dois les mettre à l'intérieur des mecs. Fait que chaque joueur va avoir une phase de planification, de programmation personnelle où on va choisir, on assigne combien de mecs pour le tour en cours, puis une fois qu'on va avoir pris cette décision-là, on ne pourra plus la changer. Fait que si on a décidé d'envoyer 3 mecs, ben, ça va être ce tour-là. Même si plus tard on voudrait changer d'idée, on va pouvoir assigner juste 3 ouvriers au plateau principal. Puis dans le plateau principal, tu vas aller construire des bâtiments, chercher des ressources, faire des projets de recherche, prendre le premier tour de jeu, modifier les ressources, des trucs comme ça, engager des nouveaux ouvriers. Puis, il y a une twist que je trouve intéressante aussi dans la phase elle-même de programmation où il y a une ressource très importante dans le jeu qui est l'eau. Puis l'eau, de la façon que tu vas la produire, c'est combien d'espace vacant tu vas laisser dans ta phase de programmation. Fait que j'ai 6 espaces possibles. Si je programme 4 mecs, ça veut dire que je vais faire 2 eaux. En sachant aussi, autre twist, que tes ouvriers, quand ils reviennent à la fin de jeu, ils reviennent désactivés, inertes. Il va falloir que tu les réactives, que tu les réanimes pour pouvoir les réutiliser ton tour suivant. Puis ça, généralement, ça coûte de l'eau. Fait que tu as une espèce de relation en 3 étapes que je trouve hyper intéressante dans le jeu où combien d'ouvriers je vais envoyer dans le plateau principal, combien d'ouvriers je vais envoyer dans ma section personnelle. Les ouvriers que j'envoie au plateau principal, je veux vraiment placer combien parce que ceux que je place pas, ça va me faire de l'eau. Puis c'est justement l'eau que j'ai besoin pour pouvoir réactiver tous ces ouvriers-là au tour suivant. Fait que cette relation-là, moi, je la trouve vraiment hyper intéressante, en plus du fait que tu construis ton plateau. Et mine de rien, 2 dernières choses au niveau du placement d'ouvriers, ce sont des ouvriers qui sont spécialisés. Je Oui. trouve toujours ça Okay. cool. Fait que c'est pas tous les ouvriers qui peuvent aller partout. Certains ouvriers ont des bonus s'ils vont entreprendre différentes actions. Fait que c'est vraiment intéressant. Le scientifique peut aller faire des projets de recherche. L'ingénieur, ça coûte moins cher de construire des bâtiments ou il reste actif si tu vas l'envoyer chercher des ressources. Le génie peut tout faire. L'administrateur, il peut engager des nouveaux ouvriers. C'est un jeu que tu as un nombre d'ouvriers variable. Tu en engages beaucoup pendant la partie, puis ils peuvent t'aider à atteindre des objectifs, tout ça. Et finalement, comme il y a une mécanique de voyage dans le temps, c'est un jeu que souvent dans les placements d'ouvriers, il te manque juste un or ou un métal ou Hmm. un.
capable de faire l'affaire que tu veux. Fait que lui, tu peux te l'envoyer du futur. J'ai besoin d'un métal de plus, parfait, je le prends dans le futur, puis je gérerai ça plus tard, comment je fais pour l'envoyer dans le passé. Fait que comme je l'ai dit, rien de majeur en termes de twist, mais des ouvriers différents, deux plateaux de deux endroits placés de ouvriers, un qui est actif, les ressources qui viennent du futur, le fait de réactiver ces ouvriers, la programmation, la gestion de l'eau. C'est tous des twists que je trouve que placés ensemble, ça fait vraiment un jeu bien équilibré, super intéressant. Fait que j'ai placé Anachronie en deuxième place. Excellent choix. En Merci. deuxième place, j'y vais avec un jeu de placement d'ouvriers Duel, ce qui est aussi pas si commun que ça. Ouais, c'est correct. Souvent, il y a des adaptations là, de jeux, genre, je sais pas, Agricola, il y a une version à 2 joueurs. Là. Ouais. Mais celui-là, il a été fait pour 2 joueurs. Puis c'est un jeu super tendu parce que c'est un jeu de duel. J'ai mis Targi. Ouais. Fait que la boîte du jeu est super inspirante. Puis le plateau de jeu est beige, mais beige longtemps parce qu'évidemment, c'est dans le désert. Ouais. Donc, c'est un jeu de duel avec une piste autour des actions. En fait, les actions sont les cases qui sont au contour d'une espèce de grille où on va avoir les cartes qu'on va recruter, les cartes qui vont donner des ressources ou les cartes de bâtiments qu'on veut construire dans notre petit tableau personnel. Puis dans le fond, il y a plusieurs twists dans celui-là. La première, c'est que on va devoir placer nos ouvriers sur les contours de cette grille-là. Les emplacements sont évidemment à usage unique. Et on va pouvoir, dans le fond, faire les actions qui vont être à l'intersection de nos 3 ouvriers. Ça veut dire que les cartes ressources et les cartes bâtiments que je vais pouvoir aller chercher, c'est celles qui vont être aux intersections des 3 ouvriers que je vais placer. Mais je ne peux pas aussi placer un ouvrier en face dans la même colonne que quelqu'un qui a déjà placé un ouvrier. Fait que des fois, c'est le genre de jeu que justement, OK, je sais que mon adversaire veut telle action, je vais me mettre dans cette colonne-là, il ne pourra pas aller se placer ici. Puis là, on va vraiment essayer de manœuvrer, de bloquer l'autre pour essayer d'aller empêcher de chercher ce qu'il veut, mais aussi nous essayer d'aller chercher ce qu'on a besoin. Fait que c'est vraiment un placement d'ouvrier très tactique. Vraiment, cette grille-là d'action, elle est vraiment tendue. Ça fait que ça reste un jeu de duel tendu, ce qui est vraiment le fun dans ce type de jeu-là. Mais on va le chercher avec du placement d'ouvriers. Puis après ça, ben là, on va justement pouvoir activer les cartes qui sont aux intersections de nos 3 ouvriers dans l'ordre qu'on veut. Fait que les ressources vont nous donner des ressources. Les bâtiments, ben là, il faut qu'on soit capable de les construire pour pouvoir les jouer. On va essayer de faire aussi une espèce de set collecting là, avec les rangées de bâtiments dans notre tableau personnel. Voilà. Fait que vraiment un système super le fun, super tendu pour du placement d'ouvriers à 2 joueurs. Donc pour moi, Targi avec sa grille d'action, vraiment une belle twist. Ouais, je me demandais si tu allais en parler quand tu as parlé de Barcelona, parce que c'est un peu comme le C'est vrai. contraire que le Ouais, jeu fait. Au lieu de placer ton ouvrier sur un bâtiment puis de prendre les deux actions opposées, tu places sur les deux actions puis ça te permet de décider quelle carte tu vas aller chercher. Là. exact. Ouais, j'avoue. Système de grille Fait que, d'action. Ouais. ouais, intéressant. Donc, mon dernier, ça ne sera pas une grande surprise pour ceux qui suivent la chaîne un petit peu. C'est un jeu de placement d'ouvriers que j'aime beaucoup parce qu'il y a une thématique scientifique spatiale. C'est un énorme jeu qui prend une éternité à placer. Et c'est un jeu que tes ouvriers, tu les utilises tous 2 fois de différentes façons. Fait que j'aime beaucoup le jeu Andromeda's Edge. Je l'ai placé là parce que lui, tu as une première phase de placement d'ouvriers assez classique où chaque joueur va placer un vaisseau sur le plateau central puis aller prendre les différentes actions selon les tuiles où tu as placé ton vaisseau. Donc, puis là, encore une fois, galactique, tu essaies de faire des points. Relativement classique là, dans ta façon de faire des points. Là, tu découvres des nouvelles techs, tu engages des nouveaux vaisseaux, etc. Lui, tes placements d'ouvriers, tes endroits où tu vas placer tes ouvriers, ce sont différentes planètes. Chaque planète est associée à une action. Fait que débloque de nouvelles tuiles, construit de nouveaux bâtiments, recrute des nouveaux vaisseaux, etc. Va chercher des ressources. Les ressources sont représentées par des espèces de jetons de lune que tu vas pouvoir soit dépenser pour activer ta ressource immédiatement ou la placer sur une autre carte pour pouvoir réutiliser cette lune-là plus qu'une fois, la ressource qui est sur la lune plus qu'une fois pour aller la faire de différentes façons. Fait que la première phase est assez classique, mais il y a quand même déjà une twist en première phase où
Quand tu places ton premier ouvrier, tu peux le placer n'importe où. Quand tu places ton deuxième ouvrier, chaque ouvrier a une portée et tu dois placer ton ouvrier à portée d'un de tes ouvriers qui est déjà sur le plateau. Puis à partir du moment que tu places ton deuxième ouvrier, donc à partir du moment que tu en as déjà un sur le plateau, tu peux aller sur des cases où il y a un adversaire. Fait que tu peux aller prendre l'action là, c'est sûr que tu vas prendre l'action. Puis une fois que ton action va être prise, ben là, il y a un combat qui va se déclencher entre les deux joueurs qui sont sur la même case et tous les joueurs qui ont des vaisseaux à portée de cet endroit-là, selon la distance qu'ils sont capables de parcourir, peuvent décider de venir se joindre au combat. Le combat il est réglé par un lancer de dés que je trouve simple et élégant, mais il y a quand même une part de hasard, ce qui ne plaît pas à tous les joueurs purement euros. Et ensuite, ben, il va y avoir des conséquences. Tu ne perds pas tes vaisseaux en tant que tel, mais ça va te nourrir pour la deuxième partie de ta phase de placement d'ouvriers. Puis éventuellement, comme c'est le cas dans bien des jeux de placement d'ouvriers, à un moment donné, tu as placé tous tes ouvriers ou tu en as placé assez, tu n'as plus vraiment rien d'autre à faire avec les que tu possèdes. Fait que tu vas faire une action où tu rappelles tes ouvriers. Puis là, pour moi, sa grande twist est là, c'est qu'au lieu de juste rappeler tes ouvriers puis ton tour est fini, ben, toutes les cartes que tu as achetées, tu les places dans une espèce de zone personnelle, puis tu te crées des zones où tu vas pouvoir placer tes ouvriers au moment de faire ton rappel. Quand tu fais ton rappel, tu vas assigner tous tes ouvriers aux différentes cartes que tu as dans ta zone personnelle et tu vas toutes les réutiliser une deuxième fois. Puis même, tu peux même faire cette phase-là pendant que les autres joueurs commencent à jouer parce qu'elle, elle est vraiment individuelle. Fait que là, tu vas placer l'ouvrier, tu fais deux ressources, tu places ta ouvrier là, construis place là, recrute un vaisseau, tu fais toutes tes affaires, puis quand tu as activé toutes les cartes que tu veux activer avec les ouvriers que tu as placés, ben là, tu les replaces sur leur zone de base, puis quand ça va revenir à toi, tu vas pouvoir recommencer à les placer un par un. Fait que c'est un jeu assez classique de je place tous mes ouvriers, à un moment donné, je les rappelle, puis après, je place tout, puis je les rappelle, sauf que lui, quand je les rappelle, je redéclenche quelque chose d'autre une deuxième fois avec chacun de mes ouvriers, fait que c'est hyper intéressant. Puis dans la première phrase, quand je disais que tu perds un vaisseau au combat, ben la conséquence quand tu perds des combats dans ta première phase de placement d'ouvriers, c'est que ces vaisseaux-là, tu ne pourras pas les placer sur des cartes personnelles dans ta zone. Par contre, ils vont redevenir disponibles dès ton prochain tour de jeu sans aucun problème. Fait que ça te donne juste moins l'opportunité de déclencher différents combos. Puis c'est un jeu à combo. Fait que plus la partie avance, plus tu en as des cartes dans ta zone, plus tu as des façons d'activer de plus en plus de cartes quand tu fais un rappel d'ouvrier. Puis tu fais une tonne de ressources, des cartes d'objectifs, etc. Fait que c'est un jeu vraiment exponentiel au niveau des points de victoire. C'est toujours drôle parce que c'est un jeu, tu te fixes un nombre de points de victoire pour déclencher la fin de la partie. Puis la partie longue, c'est je pense 70 points. Dès qu'un joueur l'atteint, ça va être le dernier tour. Puis c'est pas rare que c'est des games de 200, 220, 40 points pareil parce qu'on fait tellement de points dans le dernier tour de jeu puis dans les points de victoire de fin de partie qu'on refait le tour du plateau une couple de fois. Mais donc, moi, cet aspect-là de tout réutiliser mes ouvriers une deuxième rappel, Un c'est pour ça que j'ai placé côté Andromeda en premier. comboing intéressant. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment un énorme côté combo. Que, à un moment donné, c'est vraiment explosif, là, tout ce que tu fais en fin de partie. Là. Il y a aussi le fait que tes ouvriers sont un peu différents les uns des autres. Tu peux les améliorer des tech qui fait que tel ouvrier gagne tel pouvoir. T'as comme des ouvriers, c'est des vaisseaux spatiaux. Là. Fait qu'ils ont différentes habiletés, puis tu peux les personnaliser davantage en leur débloquant différents pouvoirs pendant la partie. C'est plus mineur dans le jeu, mais c'est quand même intéressant. Mais moi, c'est vraiment l'aspect de toutes les réutiliser une deuxième fois dans un méga combo qui explose. Pour ceux qui ont joué à Dwelling of Eldervale, mais pas Andromeda, comme la suite spirituelle du jeu, c'est 90% les mêmes règles, avec le même principe là, que quand tu rappelais tes petits ouvriers, ben, ça te réactivait toutes les cartes dans ta zone. Et finalement, dans Andromeda's Edge, les bâtiments que tu construis, quand tu construis un bâtiment, tu perds un ouvrier. Il faut que tu le construises par-dessus un ouvrier que tu as déjà placé. Tes ouvriers, tes vaisseaux colons, les colonisateurs, ils servent aussi de base à construire des bâtiments. Faut que tu calcules que si tu construis un bâtiment trop vite en début de partie, ben tu commences avec juste 3 ouvriers, tu en perds un dès le début de la partie. Des fois, c'est lourd de conséquences, même si ça te rapporte beaucoup de points. Fait que c'est aussi un autre aspect qui est intéressant dans le jeu. Mon numéro 1, Andromeda's Edge. Super, des belles twists là-dedans. Yes. C'est drôle parce que mon numéro 1, c'est aussi un jeu sci-fi galactique. OK. Mais c'est pas Andromeda's Edge, j'ai jamais joué à Andromeda's Non, Edge. en effet. J'ai nommé Fédération, qui est un jeu qui se passe au Sénat galactique de Star Wars, on va dire. Dans Star Wars. Mais sans être dans Star Wars, là, mais bon, selon le visuel, on s'entend que c'est assez inspiré. Les ouvriers vont avoir, dans le fond, plusieurs conséquences quand on place un ouvrier. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun. Tes ouvriers, là, j'ai la version de luxe. Tes ouvriers, c'est des petits chips de poker, des mini chips de poker.
Puis ils sont recto-verso. Fait que déjà, quand tu places un ouvrier à ton tour, tu dois choisir sur quel côté je vais le placer. Est-ce que je le place sur le côté sénateur? Fait que là, dans le fond, il va avoir une valeur entre 0, 1, 2, 0, 1, 2 et 3. Puis tu vas le placer, dans le fond, sur ton emplacement pour faire ton action. Mais la grille d'action, c'est aussi le Sénat. Fait que, dans le fond, si tu le mets du côté sénateur, c'est qu'il va valoir un certain nombre de votes à la fin de la manche pour 2 majorités. La première, ça va être la majorité dans chaque ligne du Sénat. Celui qui a le plus de votes, de plus d'influence, va marquer des points. Fait que là, c'est une façon d'aller chercher des points. Et aussi, à chaque fin de manche, il y a 2 objectifs de fin de manche qui sont en jeu, mais il y en a juste un qui va être scoré. Dans le fond, il y en a un du côté gauche du Sénat, puis un du côté droit. Fait que la demi de la Chambre du Sénat qui a le plus de votes va déterminer l'objectif de la fin de la manche. Fait que ça aussi, c'est une autre dynamique qui est le fun collectivement, parce que tu vois, des fois, tu vois, OK, tel joueur, il est vraiment fort pour scorer tel objectif. Moi, je suis vraiment bon dans l'autre. Ben là, je vais essayer de tirer à couverte de mon bord en mettant des gros sénateurs pour pouvoir avoir plus de votes de ce côté-là, pour être sûr que c'est lui l'objectif de fin de manche, parce que l'autre, il me donne 0 points. Fait qu'il y a vraiment des dynamiques le fun avec ça. Fait que ça, c'est la première option que tu as de jouer du côté sénateur pour gagner la majorité d'une ligne et aussi pour influencer quel objectif de fin de manche sera activé. Si tu décides de jouer de l'autre côté, du côté avec le petit crochet, le côté mission, bien évidemment, si tu le places du côté mission, ton jeton d'ouvrier ne vaut pas de vote au Sénat, fait qu'il n'influencera pas les majorités qu'on vient de parler. Par contre, il va pouvoir te donner 2 choses. La première, c'est qu'en le plaçant sur une case, tu vas aller placer justement un petit jeton de crochet sur la case correspondante à la même image que l'action que tu fais, mais sur ton plateau personnel. Fait que dans le fond, ça va déverrouiller ce qu'on appelle des missions qui sont mécaniquement des actions bonus. Fait que si, exemple, je vais sur la planète rose, ben là, je vais pouvoir cocher la planète rose sur mon plateau personnel. Puis plus tard, une fois que je vais avoir fait mon action, je vais pouvoir déclencher cette action bonus-là en plaçant un petit vaisseau dessus une fois dans la partie pour avoir l'action de la planète rose une autre fois. Fait que tu vas essayer d'aller chercher des actions bonus, qui est quand même très fort dans ce type de jeu-là, pour avoir plus d'actions. De plus, si tu joues ton ouvrier du côté avec le crochet, tu vas aussi avancer sur une espèce de marqueur d'objectif de fin de game qui est relié à cette colonne-là dans le Sénat. Fait que tu vas aussi pouvoir déverrouiller éventuellement des objectifs de fin de game qui sont en lien avec les différentes planètes. Les planètes, c'est des pistes. Fait que c'est vraiment un jeu de pistes, là. Fait qu'à chaque fois que tu fais une action, tu avances sur la piste de cette planète-là, puis tu gagnes le bénéfice de cette planète-là. Il y en a qui donnent des ressources, il y en a qui donnent des pouvoirs, des petits personnages qui donnent des habiletés. T'en as qui donnent des jetons justement pour booster tes sénateurs. Ce sénateur-là, il va valoir 5 votes, il va valoir 7 votes. Fait que là, tu as des méga sénateurs à la fin pour faire des gros swings sur le vote à la Chambre du Sénat. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a vraiment des combinaisons qui sont le fun. Fait que c'est vraiment la twist de l'ouvrier recto-verso qui a quand même des décisions importantes, qui va avoir des influences sur le jeu, sur les majorités, ou qui va te donner des actions bonus, des objectifs de fin de partie. Fait que vraiment, à chaque fois que tu joues un ouvrier, tu vas réfléchir à tous ces aspects-là. Fait que je trouve que c'est vraiment un système qui est vraiment le fun, un jeu qui se joue quand même très bien, bien fluide, malgré que c'est un gros jeu, mais j'ai trouvé que sa twist de placement d'ouvrier est vraiment très, très intéressante. Donc, mon numéro 1, Fédération au Sénat Galactique. Oh. À essayer, ça m'a fait plein de jeux à essayer sur ma liste à essayer. Il y en a quand même 4 que j'ai jamais joué sur ta Hein? liste. Est-ce que tu aurais des petites mentions honorables qui n'ont pas fait ta liste rapidement? Oui, j'en avais quelques-unes. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis Bruxelles, Ouais. 1893, qui était un placement d'ouvrier intéressant parce que, un peu comme ce que tu viens de décrire d'une Il y a des certaine façon, où ce majorités. que j'ai, tu sais, parce qu'il fait des majorités, puis il y a de l'enchère selon, parce que quand tu prends une action, il faut que tu mettes de l'argent sur ton action, puis tu participes indirectement à une enchère que tu vas avoir par la suite. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis Ice, qui avait des ouvriers qui étaient communs à tous les joueurs, que tu dois te servir ensuite. Fait qu'il faut que tu fasses attention quand tu en mets trop une place, un autre joueur peut s'en servir, mais tu as comme ton ouvrier principal qu'il faut que tu places pour aller prendre possession des autres ouvriers également. Il y avait le concept de rondelle, c'est un Great Western Trail, Ouais, que ouais. j'étais incertain à quel point c'était
c'était si novateur que ça de déplacer un ouvrier, ou un peu à la Teotihuacan aussi, le même principe là, Ouais. de déplacer tes ouvriers de façon circulaire sur le plateau, qui était quand même quelque chose d'intéressant. OK. Moi, j'avais mis Yokohama puis Rod de Ouais, Wistar qui ont un concept de force d'action. Là. Plus tu as d'ouvriers à la même place, plus tu vas être fort. Puis dans Yokohama, en plus, tu déplaces ton président, là, puis tu as un aspect un peu spatial. J'avais mis Quetzal, qui est un jeu où tes ouvriers, c'est des meeples que tu vas lancer comme des dés au début de la partie. Puis dépendant s'ils tombent ouais. couchés ou debout, ben, il va pouvoir avoir accès à certaines sortes d'actions. C'était quand même drôle. Village, un jeu que tes ouvriers peuvent mourir. Donc, Mourir avec le temps. non, c'est ça, tes actions vont te coûter du temps, puis éventuellement, tes ouvriers vont mourir. Ça fait que ça, je trouvais ça intéressant. J'avais mis Energy Empire, que tes ouvriers peuvent s'empiler pour aller à des places qui sont déjà occupées, puis qui vont aussi activer tes usines, puis qui vont avoir plusieurs usages. Puis j'avais mis le classique pilleur de la mer du Nord, où tu places un ouvrier, puis tu en reprends un autre pour pouvoir aussi activer ces deux emplacements-là. Fait que c'était mes petites. Surpris de ne pas voir Vas-y. Orléans sur ta liste. Je sais pas Ouais, si. j'y ai Parce que, tu sais, pensé, mais. l'aspect de construire ton action tranquillement en plaçant des jetons dessus puis de la faire une fois que tu as assez de jetons, est-ce que c'est vraiment un placement d'ouvrier ou c'est juste du backbuilding? Ouais, puis tu sais, Oui, c'est un. C'est un placement d'ouvrier, mais qui est juste sur un plateau personnel. Tu sais, je trouve que ça sort un peu du carcan placement d'ouvrier. Généralement, on veut que le plateau soit commun pour qu'il y ait justement au moins cette Ouais. interaction-là indirecte. Fait que moi, j'ai Ok. peut-être moins pensé comme placement d'ouvrier vu que ton plateau il est juste à toi et que personne ne peut vraiment te bloquer sur tes emplacements à toi. Là. C'est peut-être pour ça Ouais. que je l'ai moins considéré. Sinon, l'autre que j'ai hésité longtemps de le mettre, j'avais City of Kings, qui est un mélange de placement d'ouvriers euro, mais de Dungeon Crawl à OK? l'Améritrash, de l'auteur que t'aimes bien, là, Frank Ouais, West. ouais, ouais. Où lui, dans le fond, tu as un aventurier qui se promène, mais ton aventurier contrôle les ouvriers qui, eux, vont se déplacer pour aller chercher divers ressources que tu as besoin. Mais c'est que tu pas l'aspect compétitif des tuiles, vu que c'est un jeu complètement coopératif, puis l'accent est quand même plus mis sur le Dungeon Crawl. Fait que j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde, je l'ai enlevé juste avant qu'on commence. OK. Super. Ben, Krim, merci encore une fois pour ce top 10. Merci de l'invitation, malgré les petits pépins techniques. Ouais. Et à la maison, évidemment, on aimerait ça connaître vos listes. C'est quoi vos jeux de placement d'ouvriers avec une twist? Donc, vous pouvez nous laisser ça en commentaire ou commenter aussi les choix qu'on a fait. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Ouais. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les tops qu'on fait, ou les vidéos de règles, ou les podcasts, et que vous voulez nous encourager, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon, qui vous donne aussi accès à notre communauté Discord. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.